Alors bonjour à tous. Vous êtes dans le programme de formation AFCAE en direct. Pour cette dernière session, on va parler de la programmation d'aujourd'hui à demain avec évidemment donc des programmateurs de salles et des distributeurs puisque le gros sujet, c'est la réouverture des salles avec la programmation, avec l'encombrement des films. Donc, qu'est-ce qui s'est passé hier? Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Et qu'est-ce que ça va donner dans l'avenir? Donc, alors écoutez, je suis très contente parce que comme intervenant, nous avons David Obadia, qui est programmateur indépendant, Christine Beauchemin-Flo, qui est directrice du cinéma Le Select. Nous avons Clémence Renoux, chargée de développement au cinéma Le Cigalon. Nous avons Thomas Laine, qui est programmateur dans plein de petites villes. Nous avons Émilie Gray, qui est responsable de la programmation chez Advitam, et Étienne Olanier, distributeur chez Jour de Fête, et Roxane Arnold, distributrice chez Pyramide. Alors bon, enfin, il faut commencer peut-être juste un point sur la situation. Je pense qu'il faudrait demander déjà aux programmateurs quel est leur état d'esprit à l'heure actuelle, comment ils envisagent cette réouverture des salles et comment leur philosophie de programmation peut être éventuellement modifiée avec tout ce qui s'est passé. Donc, vous en êtes où comment vous avez été impacté et quels sont vos espoirs? Donc, par exemple, je ne sais pas, qui veut prendre la parole déjà en premier sur cet état pour faire un espèce d'état des lieux. Donc, par exemple, Christine, est-ce que vous avez Voilà. Quel est le diagnostic au jour J? Alors, peut-être plus que le diagnostic aujourd'hui, l'état d'esprit dans lequel je me trouve et qui est sûrement partagé par d'autres, j'attends cette réouverture avec impatience, en trépignant même, puisque j'ai évidemment envie de renouer avec le cœur de mon métier, la programmation, même s'il est important de rappeler que l'horizon semble légèrement se dégager, mais que les conditions et la date de réouverture sont encore très, très incertaines. Donc, c'est évidemment un exercice compliqué dans ce contexte. Quelle jauge? Aura-t-on un couvre-feu? Mais néanmoins, on va imaginer, comme dans les films, que tout va se passer le mieux possible et qu'en effet, on va enfin pouvoir refaire notre métier malgré ces incertitudes. Alors, moi, j'ai plutôt tendance à penser que le travail qui sera le mien demain s'inscrira dans la continuité de celui d'hier. Je ne vais pas changer ma façon de travailler, ma façon de programmer. Je vais m'efforcer d'affirmer une ligne éditoriale. C'est toujours ce que j'ai essayé de faire dans mon travail, de perdurer une politique d'animation, parce qu'on parle de programmation aujourd'hui, mais c'est évidemment lié, et puis continuer à travailler comme je le faisais, c'est-à-dire en soulignant l'importance et la nécessité de voir les films avant, puisque programmer, c'est avant tout faire des choix. Et où le monde d'hier sera semblable au monde de demain, c'est que moi, je m'occupe d'une salle municipale à Réessé, 4 écrans. Je fais de la multiprogrammation. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui était dans mes pratiques, la multiprogrammation. Donc évidemment, dans le contexte de demain, avec une multitude de films à sortir, je vais continuer à faire ce travail. Mais pour le faire de façon certes subjective, mais assumée, j'ai besoin de voir les films pour faire des choix. Et à l'instar d'hier, où il m'arrivait de dire non à des distributeurs lorsqu'ils me proposaient de programmer leurs films, malheureusement ou heureusement, parce que ça n'aura pas changé, et là encore, je n'ai que 4 écrans, c'est toujours quelque chose qui se produira demain. Après, l'enjeu et le défi, en s'inscrivant dans cette continuité, c'est de continuer à défendre la mission qui est la mienne en tant que programmatrice, des valeurs en tant que salle à Réessé,
de continuer à défendre une pluralité de films en solidarité, en accompagnement avec les distributeurs et tout particulièrement les distributeurs indépendants et les plus fragiles. Et l'autre défi, ça sera d'essayer dans la mesure du possible de réinterroger avec le concours des distributeurs les conditions d'exposition des films et les exigences en termes de séance, afin qu'il n'y ait pas une suprématie de certains distributeurs qui auraient un poids plus important au détriment des autres. Et dans cet équilibre de programmation, je m'attacherai, comme je le faisais hier, à avoir une programmation hebdomadaire en direction du jeune public, tout en laissant une place aux films de répertoire, et le Select étant la seule salle de cinéma de la ville d'Antony, même si alentour, il y a un certain nombre de cinémas. C'est un cinéma classé art et essai avec les 3 labels, mais qui laisse quand même une place aussi à certains films plus grand public. Donc, c'est cet équilibre auquel je demeurerai attachée encore plus demain que hier, puisque aujourd'hui, malheureusement, n'existe plus. Et pour finir, spécificité aussi de mon travail de programmatrice, je fais une programmation très en amont, mensuelle, ce qui me permet, au moment où je m'engage auprès des distributeurs, à partir du moment où cela va être inscrit dans une programmation sur la durée, mes engagements seront tenus. La négociation peut être âpre avec les distributeurs, mais une fois qu'elle est arrêtée, même en raison du succès ou de l'insuccès d'un film, je ne changerai pas ma programmation et c'est quelque chose auquel je suis très attachée. Donc, pour conclure, je vais m'efforcer de m'inscrire dans la continuité de l'essence même du travail que je faisais hier. Donc, est-ce que je pourrais avoir, par exemple, l'opinion de David Obadia qui programme, comparé à Christine qui programme un seul cinéma à plusieurs écrans, mais David, vous programmez plusieurs salles, dont des salles parisiennes. Donc, est-ce que la sélection, d'ailleurs, dont on a l'impression qu'elle sera assez ardue et âpre, que fera Christine, est-ce que c'est la même chose sur des salles plus importantes, des salles parisiennes? Comment vous envisagez ça avec l'arrivée de 500 films? Ah, David, on ne vous entend pas? David, êtes-vous là? Non. Bon, alors, en attendant, David, par exemple, Clémence, vous êtes avec nous, vous avez un écran. Alors, Oui. justement, est-ce que cette sélection dont parlait Christine et cette manière de vraiment vouloir éditorialiser, c'est votre démarche aussi? Oui, bah, complètement. Moi, je m'inscris. Alors, on n'a pas la même topologie de salle avec Christine, hein, Anthony, mais je m'inscris effectivement dans tout ce que dit Christine. L'éditorialisation et l'animation de nos salles, c'est vraiment ce qui nous caractérise et c'est la façon dont on travaillait avant, et c'est ce qu'on va continuer à faire, évidemment, avec beaucoup plus de films qui arrivent là, mais à continuer à faire des choix de programmation, à éditorialiser notre programmation. Nous, on travaille sur un écran dans un village de 1800 habitants à Cucuron. C'est un cinéma rehaussé, il y a 93 places, donc c'est une toute petite salle. Et on a aussi un circuit de cinéma itinérant qu'on a fait il y a 2 ans, justement pour aller vers les lecteurs et pour amener le cinéma dans des villages où il n'y avait pas de cinéma. Mais on a cette identité très forte de programmation à réessai, de défense des films qu'on programme, une ligne éditoriale vraiment très voilà, qui représente vraiment les films qu'on a envie de défendre, et puis une animation et un accompagnement des films très fort pour pouvoir présenter les films qui sont peut-être des films un peu plus moins exposés, plus fragiles, de leur donner un petit écrin en fait, pour pouvoir les faire vivre.
Donc ça, c'est vraiment un travail quand on programme des films, quand on voit des films, c'est des films qu'on a envie de défendre. Et en fait, c'est le travail qu'on va continuer à faire en lien avec les distributeurs. Moi, je pense que là, tout l'enjeu aussi, l'enjeu de toutes les discussions qu'il y a eu, c'est le rapport qu'on a distributeurs-exploitants et les discussions qu'on a, les intérêts communs qu'on a à Téléfilm. Et voilà, que ce dialogue, il continue. Alors, évidemment, comme Christine, on dit non à des distributeurs. Moi, c'est toujours une grande... Ah, Clémence a disparu. Bon, bah, puisque on a quand même le mot distributeur et programmation ont été directement évidemment confrontés. Que ce soit Émilie, Roxane, Étienne, on vient d'entendre déjà en deux propos qu'il est question évidemment, mais c'était évident, de sélection très forte, de choix forts. Vous avez quelle opinion là-dessus, dans votre travail, etc. Comment qu'est-ce que ça vous fait réagir, ce mot on a l'impression qu'on entend le mot tri, quoi. C'est dur, mais c'est ça. C'est-à-dire qu'il va falloir trier d'après les identités des salles, etc. Vous en pensez quoi, Émilie, par exemple? Je crois que vous n'avez pas mis votre micro. En effet. Vous m'entendez bien, là? Ouais. Non, je disais qu'en effet, on a tous, chaque distributeur, pas mal de films en attente de sortie, que ce soit des films qui étaient vraiment prêts à sortir et des films qui viennent de se terminer un peu plus tardivement, mais qu'on allait dans la foulée travailler. Et voilà, on va de fait pas pouvoir tout sortir en même temps. Il y a des concertations qui ont lieu actuellement entre distributeurs, avec différentes autorités, pour essayer d'arriver peut-être à définir un calendrier ou une période blanche, comme on avait tenté de le faire au moment de la réouverture suite au premier confinement. Je pense qu'Étienne, qui s'occupe du SDI, pourra nous en dire un peu plus là-dessus, mais ce sont des outils qui vont être essentiels. Oui, alors justement, juste pour placer un peu ça, puisque vraiment la question se pose entre vous aussi, distributeurs, de placer vos films face à des exploitants et des programmateurs qui, par définition, ne pourront pas tout prendre. Même peut-être, on y reviendra après, mais peut-être en faisant peut-être moins de séances et tout, mais quand bien même. Donc, Étienne Olanier, l'autorité de la concurrence va bientôt se prononcer pour vous, distributeurs. Alors, on parle peut-être effectivement d'une période blanche pour étaler aussi les films qui n'étaient pas sortis, qui eux sont dans vos tiroirs depuis longtemps. Où ça en est des discussions et avec le CNC, avec l'autorité de la concurrence et tout ça? Bonjour à tous. Alors effectivement, hein, nous les distributeurs, on est dans une situation assez complexe. On a évidemment, on meurt d'envie que les salles rouvrent et on aurait aimé qu'elles rouvrent dès le mois de décembre. Cette période qui dure est insupportable pour nous tous et elle l'est d'autant plus qu'effectivement les films se sont accumulés dans nos line-up, hein. Chez Jour de Fête, on en a 8 en retard. Je sais que certains confrères en ont jusqu'à 25-30 en retard. Donc, on a évalué à peu près à 420 films les films qui sont en retard. Donc, face à cette situation qui est très inédite et très complexe à gérer, on essaye d'imaginer un certain nombre de choses tous ensemble. Alors, pour les imaginer, le problème, c'est qu'effectivement, il y a l'autorité de la concurrence qui, normalement, nous empêche les uns les autres de nous concerter sur ces sujets-là. Alors, les discussions aujourd'hui, elles sont de fait informelles et on attend ce retour de l'autorité de la concurrence qui pourrait nous autoriser de manière vraiment exceptionnelle à imaginer un calendrier concerté qu'on est nombreux à souhaiter autour de la table, à la fois les distributeurs et les exploitants.
Alors, pour être un peu dans le détail, l'autorité de la concurrence n'a pas encore remis ses conclusions. On est encore auditionné demain matin. Donc, les choses avancent. C'est déjà bien de savoir qu'on est écouté. Est-ce qu'on aboutira? Je ne sais pas. Par ailleurs, je dirais que ce qu'on demande, nous, les distributeurs, en tout cas les distributeurs indépendants, c'est effectivement une sorte d'arsenal de moyens qui nous permettrait d'essayer d'obtenir le moins pire qu'on puisse espérer. C'est-à-dire que la situation la pire, ça serait que chacun d'entre nous, on décide de positionner tous nos films en retard très vite, dès la réouverture, et à ce moment-là, au lieu d'avoir 15 ou 20 films par semaine, il y en aurait 50 ou 60. Donc là, la question du choix que posaient nos consoeurs exploitantes, évidemment, elle serait dramatique pour chacun d'entre nous. Et puis, ça serait vrai aussi du traitement par la presse, etc. Enfin, ça serait une gabegie. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on veut éviter. Donc, ce qu'on essaye d'imaginer, enfin, en tout cas, ce qu'on a un peu demandé à tout le monde, l'autorité de la concurrence, la médiatrice, le CNC, c'est de nous donner un certain nombre d'outils nous permettant de trouver des solutions. Alors, le CNC a pris une position la semaine dernière qui est de donner la possibilité à certains films, peut-être des films très fragiles qui datent de 2019 ou 2018, donc qui n'auront plus du tout l'opportunité de sortir en salle dans ces conditions de reprise, de sortir ailleurs, par exemple en VOD ou pourquoi pas si une chaîne de télé les souhaitait qu'elles passent à la télé, tout en restant des œuvres de cinéma. Donc c'est un peu paradoxal et c'est une mesure là aussi très inédite et très localisée dans le temps, mais qui peut peut-être permettre à, je dirais, 3-4% des films en question de trouver une autre voie. Mais pour le reste… Pardon, Étienne, localisé dans le temps, c'est-à-dire pendant quoi, 2 mois, 3 mois? La mesure qui a été prise par le CNC, c'est une mesure qui commençait la semaine dernière et qui sera active jusqu'à 1 mois après la réouverture des salles. C'est vraiment l'idée, c'est vraiment, je pense, de désengorger de quelques films, mais il ne faut pas se faire d'illusions, ça sera très peu de films, mais en tout cas de permettre à quelques films qui sont en perte énorme aujourd'hui, qui peuvent plus ne pas être exploités d'une manière ou d'une autre, de trouver une solution. Je pense que ça résoudra très peu de problèmes, mais ça peut en résoudre quelques-uns. Donc le vrai problème pour nous, c'est de travailler sur ce calendrier. Et donc c'est pour ça qu'on attend vraiment impatiemment le retour de l'autorité de la concurrence et également un avis, une recommandation de la médiatrice qui pourrait être co-signée par le CNC, comme ça avait été le cas au mois de décembre. Enfin, un certain nombre de mesures permettant de définir un peu des règles. Et c'est vrai qu'alors, Émilie le disait, au SDI, on a beaucoup travaillé, un groupe de travail qui s'est monté depuis 2 mois sur ces questions-là, qui a rencontré la quasi-totalité des associations d'exploitants pour en discuter. Mais il y a aussi un groupe de travail au bloc, donc qui regroupe 14 organisations professionnelles, dont bien sûr des producteurs, des exploitants, des distributeurs qui a travaillé sur le sujet. Et on a un certain nombre de propositions qui sont sur la table, alors qui sont encore en discussion. Donc, on ne va pas rentrer dans le détail, mais pour donner des idées, il y a effectivement l'idée déjà de pouvoir travailler sur le calendrier de reprise. Donc, on parle, nous, d'1 mois. Alors, le mot blanc, c'est un mot qu'on utilisait au mois d'octobre-novembre, à l'époque, pour une semaine blanche, qui aurait été celle des films qui étaient à l'affiche avant. Là, on est dans un système un peu différent, c'est de se dire, essayons de trouver un moyen de construire un calendrier du premier mois de reprise, en privilégiant effectivement les œuvres qui ont déjà fait leur communication, ceux qui étaient déjà à l'affiche le 28 octobre, mais aussi les films qui devaient sortir le 4 novembre ou le 15 décembre, le 23 décembre, tous ceux qui ont affiché, qui ont pour certains encore leurs affiches dans le métro ou ailleurs, et définissons sur 1 mois une sorte d'ordre prioritaire de sortie avec une optique assez simple qui est de dire, plutôt que de travailler sur des dates, parce que le gros problème de ces reprises, c'est qu'on sait tous qu'on nous annonce des dates possibles, mais que ces dates sont totalement incertaines. Donc, jusqu'à maintenant, au mois d'octobre, au mois de décembre, les distributeurs, on faisait des paris. On faisait le pari que ça allait rouvrir, je ne sais pas, le 17 mai ou enfin, je ne sais même pas si c'est un mercredi, mais enfin, voilà. Et ce pari, il était perdant ou gagnant. C'est-à-dire que quand on avait gagné, bah, on sortait bien le film. Et puis sinon, on nous disait, ah bah non, ton film n'est plus prioritaire. Tu avais prévu de le sortir le 15 décembre, tant pis pour toi. Donc là, l'idée, ça serait d'avoir une sorte de calendrier glissant sur lequel on s'accorderait tous pour définir le premier mois de programmation. Et ce premier mois, ça permettrait de communiquer très en amont dès maintenant, enfin dès
ce calendrier posé pour à la fois les distributeurs et les exploitants de communiquer auprès du public les films qui sortiront à la reprise et en deuxième semaine de reprise et en troisième semaine, plutôt que de se dire ça sera à telle date et telle date, parce qu'on sait, enfin nous, on n'a plus envie, en tout cas, nos distributeurs, de reprendre le risque. Moi, j'ai un film, Slalom, qui aurait dû sortir le 4 novembre, puis le 15 décembre. On a investi 2 fois 250 000 € pour le sortir. Il y a un moment pour le sortir une troisième fois et on compte le sortir. Pour nous, c'est un film très important. Il faut qu'on ait un peu des certitudes et on ne va pas faire des paris sur des dates. Voilà, donc il y a cette idée-là. Et puis après, on a travaillé aussi sur des règles de bonne conduite, une sorte de charte de bonne pratique. On pourra en parler, hein, mais définissant un peu des règles entre nous pour éviter que ça soit la loi de la jungle, que chacun positionne tous ses films très vite et qu'on évite effectivement un drame qui pourrait se produire assez vite, hein, la disparition de beaucoup de distributeurs dont les films seraient broyés en quelques minutes. Oui, mais alors justement, j'aimerais juste l'avis avant de repasser à vous, les exploitants, pour savoir si ça vous arrange, justement, ce calendrier glissant, pour pouvoir commencer un peu à redonner des perspectives à vos salles, commencer à faire revenir le public sur des promesses et tout. Mais par exemple, Roxane ou Émilie, est-ce que cette idée de d'abord sortir, pour aller vite, les films qui datent de longtemps, parce qu'après ils vont finir vraiment par être assis, ou est-ce que dans vos line-up, au contraire, il y a des films que vous préférez sortir, peut-être des films plus frais, mais dont vous pensez que ils vont plus relancer le désir du public. Enfin, voilà, déjà dans cette logique dont parlait Étienne, finalement un peu chronologie des catalogues, est-ce que vous êtes d'accord ou est-ce que vous pensez que c'est plus compliqué que ça? Enfin, voilà. C'est une vraie question parce que quand on date un film, on regarde évidemment la concurrence. On regarde quels autres films se sont datés sur cette même semaine de sortie. Donc, il va falloir qu'on ait un peu de visibilité et voilà, c'est du coup ce sur quoi on travaille actuellement, de ce qui va se passer dans les semaines qui vont suivre la réouverture. Et le deuxième point, c'est que il y a d'autres facteurs qui interviennent dans ce calendrier. Il y a également, évidemment, le fait que producteurs, réalisateurs et attachés de presse doivent être partants pour nous suivre sur les dates qu'on propose. Et le troisième point qui est essentiel, c'est que on risque du coup d'avoir une ouverture de salle au mieux de la mi-mai, sinon ça va plutôt être à mon avis fin mai ou début juin. Et le festival de Cannes actuellement est daté en juillet. Donc en fait, on a ça va comme l'an dernier générer une mise sur le devant de la scène d'un nombre de films importants et du coup, en tout cas par exemple pour vous donner l'exemple d'Ad Vitam, c'est vrai que les films qui ont été labellisés par le Festival de Cannes, quelle que soit la section concernée l'an dernier, on va essayer évidemment de les sortir rapidement en suivant la réouverture des salles. Donc des films comme La Terre des Hommes, comme Sous le ciel d'Alice, comme Rouge ou encore Des Hommes de Lucas Belvaux sont des films qu'on va essayer de prioriser, oui. Oui, d'accord. Mais peut-être, vous allez, parce que la proximité de Cannes, donne envie de films cannois, des films cannois précédents. Mais est-ce que ce sera peut-être, est-ce que du coup il y aura d'autres films que vous garderez au frais pour les sortir encore plus tard? Les films dont parlait Étienne, dont certains finalement datent d'assez longtemps, vous pourriez les garder encore plus tard et les dater beaucoup plus tard? Roxane, par exemple. Non, mais voilà. Donc, non, mais, la situation elle est horrible et inextricable, et c'est très triste quand même de se retrouver à trouver qu'on a trop de films et à stresser à l'idée que les salles réouvrent alors qu'on souhaite que ça. Mais c'est vrai que, donc, je prends l'exemple de Pyramide, où on a 10 films finis et 10 films qu'on va proposer au Festival de Cannes. Donc c'est évident qu'on ne va pas pouvoir sortir les 10 avant le Festival de Cannes,
quelle que soit la date du Festival de Cannes d'ailleurs. Et bon, c'est évident aussi que les 10 films qu'on va présenter au Festival de Cannes ne vont pas être pris au Festival de Cannes, mais bon, on va dire certains. Donc c'est extrêmement compliqué. Donc ça a été un peu dit, mais il y a ce truc très douloureux d'essayer en ce moment, je crois que tous les distributeurs ont le fait, de se débarrasser de certains films. Donc ça, c'est quand même vraiment complètement absurde d'acheter des films, de les aimer, de vouloir les sortir et de se dire non mais là c'est pas possible, on en a trop, il y en a qu'il faut qu'on sacrifie. Donc merci pour les décisions du CNC, s'inscrire en dehors de la communauté média, etc. Mais c'est quand même très, très compliqué pour des raisons financières diverses, en fonction de chaque pays, de chaque contexte. Et malheureusement, on en arrive à cette conclusion dure de se dire oh là là mince, j'arrive pas à me débarrasser de mes films, il faut que je les sorte. Enfin, c'est vraiment, vraiment horrible comme mode de raisonnement, mais c'est ce qui nous arrive. Voilà, et donc après, évidemment, a priori, mes 10 films finis, ils seront prioritaires sur mes 10 films cannois quand je daterai. Mais il y a tellement de choses qui comptent. Il y a aussi des films qui sont plus adaptés à une saison que d'autres. Si vous avez un film avec des gens en maillot, vous n'avez pas envie de sortir en hiver. Donc celui-là, je peux avoir un cannois avec des gens en maillot que je vais sortir dès le mois d'août, alors que j'aurai un film prêt depuis 2 ans, mais avec des gens en blouson, que je vais attendre l'hiver pour sortir. Donc c'est extrêmement compliqué. Roxane, on vous entend mal. Alors je ne sais pas pourquoi. Mal pas du tout ou... Ben, sur le chat, là, tout le monde, c'est vrai qu'il faut extrêmement se concentrer, mais sur le chat, nos... Alors, je suis désolée, j'ai pas d'explication, donc je laisse mes camarades me remplacer. Ben, en tous les cas, ce que je vois sur le chat, là, c'est que tout le monde trouve que le calendrier glissant, c'est de toute façon, dans l'absolu, une bonne idée. Et donc, d'arrêter de croiser les doigts sur une date précise, mais plutôt de commencer à dérouler en fait une logique de programmation. Ça permet ça. Donc, justement, je ne sais pas, David, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes... Oui, il est là. Je suis là. Bon, On m'entend? Christine a déjà parlé, mais David, ce calendrier glissant pour la programmation des salles, vous, est-ce que ça vous intéresse, ce calendrier glissant des distributeurs? Évidemment, puisque là, on est tous à Non, attendre. on ne vous entend pas, si. Vous m'entendez? Oui? Oui. Ok. Donc je continue, vous me dites si ça marche pas bien. Oui, enfin en tout cas, on est tous là à voir des films, à se parler entre exploitants et distributeurs. On n'a qu'une envie, c'est de pouvoir travailler, alors que ce soit sur une date même lointaine. Mais notre intérêt aujourd'hui, c'est de pouvoir avancer, Bon, bah, ça tombe de bien, pouvoir. tout le monde entend sauf moi. Ah, bon bah je continue du coup. Donc de pouvoir continuer à travailler et pour réellement travailler et être dans le concret, pouvoir imaginer les premières semaines de réouverture. Alors que ce soit le 15 mai, le 1er juin, le 15 juin, le 17 septembre, j'en sais rien. J'espère que ce sera plus fin mai que septembre. Mais en tout cas, si on peut travailler avec déjà une visibilité sur plusieurs semaines ou sur plusieurs mois pour déjà avancer sur la programmation, voire même sur les événements, c'est évidemment une aubaine pour nous et on attend que ça, donc évidemment. Après, la question se pose, je ne sais pas si ça a été évoqué puisque j'ai pas mal de problèmes de connexion, mais la question du potentiel couvre-feu au moment de la réouverture et des jauges limitées à 35 pendant les premières semaines. Et ça, évidemment, ça aura un impact fort, j'imagine, mais je laisserai après les distributeurs en parler, mais sur leur sortie. Est-ce qu'ils seront prêts à, entre guillemets, à proposer des films forts, des films qui, pour eux, dans leur line-up, représentent des enjeux majeurs dès la réouverture, ou à l'inverse, ils vont peut-être plus sentir un peu le marché, ce qui se comprendrait. Mais voilà, en tout cas, en tant que programmateur, c'est des questions aujourd'hui qui se posent. Et c'est vrai que si on avait une date de réouverture, ou en tout cas un calendrier qu'on pourrait rendre glissant, on aurait tout de suite une visibilité et on pourrait avancer concrètement tous ensemble. Donc évidemment, oui, ce serait une très bonne nouvelle. Alors, Voilà, heureusement, je peux ajouter d'autres je choses, vous hein, dis, j'ai hein, d'autres parce que choses à dire. c'est tellement gentil de sa part, il y a Guillaume Bachy qui me met au courant de l'intervention de Merci David, Guillaume. parce que je n'entends rien. Donc, merci Guillaume. Donc, c'est grâce à lui que je sais que David a fini de parler. Donc, je reprends le fil du départ. Et c'est aussi grâce à Guillaume que j'apprends que David est OK sur le calendrier glissant, mais qu'évidemment, il y a le problème des jauges à 35% à la réouverture. Donc, ça aussi,
vous, en tant que distributeur ou responsable de programmation, par exemple, comme vous, Émilie, est-ce que ça aussi, évidemment, que c'est un point crucial? Est-ce que certains films, vous considérez que vous allez les sacrifier sur une jauge à 35, certains qui pourraient aller sur une jauge à 35, donc c'est quand même aussi ça, c'est vraiment un point important, j'imagine, pour vous. Par exemple, Étienne, slalom, vous avez l'air d'y tenir beaucoup, mais est-ce que vous êtes prêt à le mettre sur une jauge à 35? Voilà, comment aussi ça, on réfléchit là-dessus par rapport à son line-up? Émilie, Étienne? Émilie, je te laisse répondre, puis je répondrai après si tu veux. Non, vas-y, comme ça tu parles de slalom, moi j'enchaîne après. Slalom ou d'autres, je crois que quand tu parles de sacrifice, de toute façon, il y a un moment, après une crise comme ça, on est tous obligés de faire des sacrifices et des concessions. Je pense distributeurs comme exploitants. Rien ne sera idéal. Beaucoup de nos sorties qu'on espérait des succès. Nous, distributeurs indépendants, en général, moi, sur 10 films, on a 2 succès par an, vraiment gros succès qui nous font vivre. Et puis les autres films, on essaye de les sortir en essayant de perdre le moins d'argent possible. Là, on va être dans une reprise où on sait que de toute façon, ça va être difficile. Donc après, il y a une discussion évidemment avec les auteurs, avec les producteurs, pour savoir si, dans les conditions dont on parle, ils acceptent ou pas qu'on sorte les films. Nous, jour de fête, il est évident que d'abord, on a envie de revenir vraiment que les films sortent en salle et sortent rapidement. Et je dirais, on est un peu prêt à tout, c'est-à-dire qu'il faut réhabituer le public avec des bons films. Et on a vu d'ailleurs en septembre, ou l'été dernier, que quand il y avait des bons films, les gens avaient envie de venir en salle. Ils avaient d'ailleurs envie de venir, y compris pour des films à débat. Quand on a sorti Un pays qui se tient sage, même avec les couvre-feux à 18h, on faisait des soirées débat qui commençaient pour certaines à 17h. Donc, je pense il faut réhabituer les gens et il faudra effectivement qu'on fasse des concessions. Donc oui, nous, on serait prêt à sortir Slalom un peu dans toute condition qui nous sera proposée pour que ce film puisse enfin exister, voir des spectateurs. Et puis, je profite de ce que j'ai la parole parce que je vois qu'il y a des questions d'exploitants. Ça fait partie aussi de notre charte de dire qu'effectivement, il faut que nous, distributeurs, on soit aussi à l'écoute des demandes des exploitants et donc donner les films plus rapidement dans des villes plus petites qui le souhaiteraient en 3e semaine. On y est prêt aussi, je pense, une grande majorité des exploitants, des distributeurs indépendants. Donc, ça fait partie de toutes ces discussions, au moins très positives qu'il y a pendant le confinement, c'est qu'on se parle plus entre distributeurs et exploitants. Et je pense qu'il faut qu'on apprenne à davantage, encore, puisque notre métier, c'est de travailler ensemble, mais de mieux se comprendre pour mieux travailler ensemble. Alors justement, là, on a avec nous, qui est connecté, on a David qui a peut-être pas ce problème de 4 semaines, 5 semaines pour une copie puisqu'il programme à Paris, mais c'est vrai que ça c'est compliqué en plus sur un calendrier glissant si les petites salles de province attendent un film effectivement pendant 4 semaines, quoi. Donc vous êtes prêt à réduire ce calendrier-là pour permettre aux petites salles d'avoir accès à des films porteurs, quoi. Étienne? Oui, disons que pour être très concret, on est prêt à tout. Il y a un moment, il faut que ça reparte. Non, mais il faut que ça reparte. Il faut que ça reparte. Et s'il n'y a pas on l'a vu, au mois de juin dernier, etc., on hésitait à mettre des films. Voilà, le public a mis du temps à revenir jusqu'à ce qu'il y ait vraiment beaucoup de bons films. Et d'ailleurs, il y a eu des succès incroyables de certains films dans des périodes très difficiles. Antoinette dans les Cévennes, L'ombre de Staline. Voilà. Donc, je crois que l'offre de films, on n'est pas inquiet. Il y aura des films, mais il faut qu'il y en ait tout de suite. Et il y en aura tout de suite. Et la clé, c'est aussi le public. On parle assez peu du public, mais il y a quand même, on a besoin que le public revienne vite dans les salles. Certains disent qu'ils se sont déshabitués. Moi, je pense pas. Je pense qu'ils sont allés ailleurs parce qu'il n'y avait pas la possibilité d'eux. Je crois qu'il y a une grosse envie de revenir dans les salles.
Mais il faut effectivement qu'il y ait sur les écrans tout de suite une offre diversifiée. Ça, nous, on insiste beaucoup là-dessus, effectivement. Certes, les exploitants feront des choix et c'est leur droit, bien entendu, en tant que programmateur, mais il faut que la programmation des salles soit conservée telle qu'elle était faite avant. Je crois que c'est aussi le souhait des salles, c'est le souhait qu'a exprimé Christine tout à l'heure, de conserver sa ligne. Et si les salles conservent leur ligne, il y aura une diversité de films, une diversité de choix, et je pense que on aura une chance que le public revienne assez vite. Alors, c'est sûr que c'est pas la meilleure période, hein. Si ça avait redémarré au mois d'octobre, on s'en porterait beaucoup mieux. Mais on va faire comme on peut. Oui, parce que j'ai lu un commentaire là. Oui, pardon, Émilie. Oui, allez-y. Non, j'allais juste rebondir sur ce que disait Étienne, en juste reprécisant que pour l'instant, cette jauge à 35%, on n'a pas d'idée de combien de temps elle va durer. Si ça se trouve, elle va être très courte et on le souhaite. On souhaite assez rapidement passer aux phases suivantes. Oui, parce que justement, il y a un commentaire, si le couvre-feu est maintenu en période d'été, cela va être hyper compliqué de faire venir le public en salle. Donc, oui, ça, effectivement, sur une programmation estivale, c'est très compliqué, j'imagine, d'autant plus, non? C'est sûr que l'été, c'est jamais facile. Hein. À partir du mois de juin, c'est difficile de sortir. Enfin, donc, de toute façon, ça va pas être facile, cette reprise. Mais il faut qu'on la vive comme une fête. C'est aussi pour ça que le calendrier glissant, on en a parlé, c'est qu'il faut qu'on puisse communiquer largement auprès du public sur des films tôt, pour leur donner envie, leur dire voilà tout ce que vous allez pouvoir voir pendant ces mois qui viennent. Venez, soutenez les salles, etc., etc. Quelles que soient les conditions. Alors il y a un noyau de gens qui le feront parce qu'on voit bien. On est associé dans un cinéma à Granville. Les gens écrivent des petits mots sur les grilles, etc. On voit bien qu'il y a une envie, mais il y a un noyau. Après, il faut qu'on arrive à dépasser ce noyau et en faire revenir les gens un peu massivement. Et pour ça, effectivement, faudra se plier aux conditions. Moi, je suis quand même bon espoir que ces conditions vont s'améliorer vraiment cet été. Enfin, je n'imagine pas que l'été, cette année, avec le vaccin, même si c'est long, tout ça, soit pire que celui de l'an dernier. Je ne l'imagine pas. Je ne veux pas l'imaginer. Alors, oui, Émilie. Oui, juste une dernière chose que je vois en effet, qu'il y a des questions qui souvent reviennent sur les petites salles, les mono-écrans, la question de dans quelle semaine on sert telle ou telle salle. Je crois que malgré tout, il n'y a pas de raison d'être pessimiste. On a vu lors du premier déconfinement que la majorité des distributeurs servaient les salles, toutes les salles. On a entendu l'appel des différentes associations et même du CNC, des différentes associations de salles et même le CNC pour que justement on soit ouvert en termes de programmation et qu'on n'hésite pas à servir les uns et les autres. C'est ce qui a été fait majoritairement. Il n'y a pas de raison que ça change là pour ce deuxième déconfinement. Alors justement, par exemple, Christine, quand ce calendrier glissant et cette manière de pouvoir déjà communiquer avec son public et tout, vous envisagez ça comment? Alors, avant de l'envisager, ce que j'espère cela se concrétise, c'est l'occasion de rappeler que les salles RSC ont cette particularité de travailler très en amont. Et pour travailler, il faut avoir une matière. Alors, la matière qui nourrit nos salles de cinéma, ce sont les films. Donc, effectivement, ça semble une lapalissade, mais il faut le réaffirmer et que par ailleurs, ça nous donnera non pas l'illusion, mais la certitude qu'on est encore en vie, que les choses vont pouvoir reprendre. Puisqu'on continue dans notre travail, nous, programmateurs et les distributeurs, à avoir un rapport direct avec les films par les acquisitions, le suivi, les projections et les visionnages, mais ça reste très, très hypothétique pour l'instant. Donc, avoir déjà cette finalité qui se précise, oui, c'est une évidence. Je voulais ajouter, avant de continuer sur cette question, ajouter une petite nuance sur cette idée que je trouve une très belle idée, qu'on a déjà expérimentée en juin au moment de la réouverture, de la semaine ou la période blanche, qui en effet permettrait quelque part de réguler, de ne pas oublier les films qui ont été les plus meurtris, dont la sortie a
réalité coupée nette avec la fermeture. J'y ajoute une petite nuance, en tout cas qui n'engage que moi, mais que peut-être d'autres salles partageront, sous réserve que ces films ne soient pas partis sur d'autres supports. Puisqu'on parlait de l'offre pléthorique de films, et je ne peux pas de jugement sur l'avenir et les décisions des distributeurs pour lesquels certains je comprends. Mais en tout cas, me concernant, je ne programmerai pas à la réouverture de films qui seraient partis entre-temps sur d'autres supports. Et puis, pour revenir sur ce calendrier, il y a effectivement une réalité qui s'impose aujourd'hui et ça réaffirme la nécessité, le besoin, on appelle ça comme on veut, de régulation, d'encadrement. Ça passe par l'autorité de la concurrence, par la médiatrice et par notre responsabilité individuelle, distributeurs et exploitants, mais sans avoir de trop mauvais jugements sur la nature humaine, je pense que cette responsabilité ne suffira pas. Le contexte sera suffisamment particulier. Je rappelle que les distributeurs ont des enjeux financiers, mais les salles de cinéma, et quel que soit leur statut, ont aussi sortent d'une période où il n'y a pas eu d'activité. Donc, on aura évidemment cela en tête et on a besoin d'être accompagné, en tout cas que la règle soit la même un petit peu pour tout le monde et une charte de bonne conduite. Moi j'aime aussi cette belle idée, mais elle nécessite d'être peut-être un niveau supérieur pour que notre engagement, notre responsabilité, là encore, soit plus important. Tout ça en prenant compte des réalités de chacun, distributeur et exploitant, mais c'est aussi l'occasion de rappeler, parce qu'on sont réunis autour de cette rencontre des distributeurs extrêmement concernés par ces questions. J'espère que d'autres distributeurs qui ont un poids un peu plus important et qui parfois pourraient avoir une tentation de prédation auprès de certaines salles seront également attentifs à cette situation, puisque lorsqu'on veut programmer des films de la diversité, certaines salles comme la mienne qui laissent une place, et là encore très, très assumée, j'ai absolument pas honte d'avoir une programmation parallèle, complémentaire grand public, mais ça ne doit pas être au détriment des films de la diversité qui, plus que jamais, auront besoin d'être défendus dans les salles. Alors, je suis quand même le chat là et tout le monde parle de la dérogation possible et en gros des billets horodatés. Est-ce que ça, ce serait aussi une solution à réclamer au ministère pour pouvoir contourner évidemment le couvre-feu, particulièrement cet été? Alors malheureusement, cette demande, elle avait déjà été exprimée au moment de la réouverture, hein, puisqu'on était dans ce même contexte avec des possibilités de couvre-feu. Malheureusement, cette demande n'a pas été entendue. Elle a été soutenue par le ministère de la Culture, mais elle n'a pas été retenue et entendue. Et je crains qu'à un moment, il ne soit pas nécessaire de multiplier les combats. Je ne baisse pas les bras, je reste dans l'adversité, mais je crains que sur cette question, il n'y ait plus de solutions possibles et de dérogations possibles. Après, ce qu'on peut espérer, et je crois que c'est Émilie qui en parlait, c'est que les semaines qu'on vient de traverser nous ont appris qu'on parle de choses aujourd'hui, le temps est figé sur la journée et qu'on espère que demain, il y aura du mieux. Comme on ne connaît pas la date de réouverture des salles, il faut garder espoir hein, par les temps qui courent, on peut espérer, on est déjà passé en couvre-feu à 19h, on a gagné 1 heure, ça semble petit, mais c'est déjà énorme au regard de la situation aujourd'hui de ne pas avoir d'activité et d'être fermé. On peut toujours espérer que les choses s'améliorent. Bien évidemment, la période estivale n'est pas du tout la meilleure période pour les salles de cinéma pour une réouverture. En revanche, on sent, et ça c'est une voix assez commune qui s'exprime fortement, on a envie de refaire notre travail, on a envie
il faut réamorcer les choses. On a envie de réaccueillir les spectateurs et le temps écoulé a déjà été extrêmement long. Ne perdons pas ces spectateurs qui ont à cœur de partager l'expérience de la salle. Faisons-leur oublier les mauvaises pratiques qu'ils ont utilisées pendant ce confinement. Redonnons-leur envie et c'est évidemment l'enjeu pour nous, pour les salles de cinéma. Mais je vois que, évidemment, je vois avec le chat que il y a quand même des exploitants qui réagissent, que certains films leur sont refusés, surtout quand ils ont un mono-écran. C'est bête parce qu'on a perdu Clémence qui aurait pu nous en parler peut-être puisqu'elle programme un seul écran. Mais est-ce que là aussi, on parlait d'accord et un peu de PD brave potentiellement entre les distributeurs, mais est-ce qu'entre distributeurs et programmateurs, il ne faudrait pas aussi effectivement ce genre de charte de bonne conduite, tout le monde a ses intérêts et a ses contraintes, mais comment faire, par exemple, avec certains de vos gros films? Est-ce que vous allez accepter de les mettre dans des petites salles assez rapidement, sur des salles qui n'ont qu'un seul écran, ou est-ce que vous allez accepter dans certains cinémas des séances, que 2 séances par exemple par jour? Cette histoire de répartition aussi des horaires de vos films, est-ce que ça, c'est pas une grosse discussion pour que les salles puissent avoir à la fois du choix et faire exister les films, quoi? Oui, Émilie? Moi, je peux par exemple revenir sur un exemple, parce que c'est pas tous les jours qu'on sort des films aussi largement, mais je peux revenir du coup sur l'exemple de Effacer l'historique, le film de Lépine et Pierre Dain Oui. qu'on a sorti fin août l'année dernière. C'est un film qu'on a sorti sur un petit peu plus de 500 copies. Je crois que et c'était pas la combinaison imaginée au départ. On a de fait servi plus largement. Tout le monde nous demandait le film. On a essayé, comme je disais, de trouver des arrangements avec les uns et les autres. Et typiquement, une salle mono-écran qui fait peu de séances sur la semaine, elle peut, et c'est d'ailleurs régulièrement ce que font ces mono-écrans, s'arranger avec un autre mono-écran pour partager entre guillemets des horaires ou des séances sur une semaine, et du coup on a un nombre de séances qui est tout à fait correct. Après, ça veut dire du coup qu'à la place d'une salle, on a d'un coup 2 salles dans notre plan de programmation. Voilà, comme je le disais, tout le monde a ses contraintes, mais dans ces périodes, on a tous ces discussions-là avec les différents programmateurs, soit indépendants, soit d'entente de programmation comme Thomas. Il n'est pas connecté là, parce qu'il croit qu'il a un problème d'Internet, mais c'est des discussions qu'on a très régulièrement en fait ensemble. Alors justement, Clémence, vous avez réussi à nous rejoindre? Vous êtes là? Bon. Ouais. Je mets pas ma caméra parce que la connexion est très mauvaise, donc je reste comme ça. Donc vous êtes l'exemple d'un mono-écran, justement? Oui, tout à fait. Je rebondis sur ce que dit Émilie. Alors, d'abord dire que effectivement, je pense que c'est les distributeurs aujourd'hui qui vont se retrouver avec cette problématique des films et de faire exister leurs films et dans toute leur diversité. Nous, finalement, on se dit que va nous arriver énormément de films. Finalement, on va avoir ce choix-là à faire parmi ces films-là. Alors, comme on le disait au début, il y a l'éditorialisation, il y a le choix, mais il y a aussi tout un dialogue qui est important entre les distributeurs et les exploitants, de connaître le métier de chacun, de connaître les contraintes, et de pouvoir en parler ensemble. Après, nous, c'est sûr qu'en étant dans des zones rurales, sur des mono-écrans, on a accès à des films en 3e, 4e, 5e semaine. Mais on utilise tous les dispositifs qu'on peut aussi. On en a pas mal parlé ce matin sur la première session, de la DRC, ou alors, comme Émilie vient de le dire, de partage de copies entre cinémas. Nous, on fonctionne
aussi pas mal comme ça, sur des films voilà, qu'on a envie d'avoir rapidement, de partager des copies et des séances avec un cinéma proche de nous. Donc, je pense qu'il faut à la fois, enfin, il faut que exploitants et distributeurs prennent en considération les problématiques des uns des autres et puis qu'on arrive à se parler et à préparer cette reprise comme ça. Moi, je trouve que l'idée du calendrier concerté, du calendrier glissant, ça me paraît essentiel pour préserver la diversité des propositions de films qui peuvent être faites pour nous, programmateurs, et puis pour nos spectateurs. Cette diversité-là de films qu'on a en France, il faut absolument la préserver sous tous les moyens. Et Christine parle de régulation, je suis entièrement d'accord là-dessus. C'est nous, on a un vrai rôle et une vraie mission en tant que cinéma arrêt essai dans notre programmation, et on parlait aussi de responsabilité de chacun, de programmer des films qui montrent toute la diversité du cinéma qui est disponible à travers toutes les propositions des distributeurs. Oui, bah, c'est ce que je lis là sur le chat, Marc Ollery, qui dit qu'effectivement, il faut absolument mettre au point un arrangement pour une réelle diversité, quoi. Donc, ah oui. Alors, il parle d'un grand film qui a un peu monopolisé les écrans au moment du premier confinement, d'un gros film. Mais voilà, mais évidemment que ça va demander des concessions, j'imagine, aussi quand même aux distributeurs enfin, vous allez avoir moins de séances peut-être. Est-ce que ça vous gêne, vous? Pour que tous les films existent dans leur diversité Tu sais, là, tu parles à des distributeurs indépendants. Nous, notre quotidien, c'est de négocier un certain nombre de séances, mais je pense pas. Enfin, il y a sans doute des distributeurs indépendants plus durs que d'autres, mais je pense que globalement, on n'est pas les acteurs les plus durs sur le nombre de séances et on essaye toujours de trouver les meilleures solutions. Enfin, personnellement, je pense que le bon nombre de séances pour un film, il est surtout à penser dans le temps. C'est que c'est déjà, je préfère avoir pour ma part 2 ou 3 ou 4 semaines de programmation plutôt que 5 séances par jour. Excusez-moi, enfin, continue à parler, Étienne, mais je vous entends plus. J'entends plus parce que Clément se connecte, mais les autres doivent entendre. Donc tout va bien. Donc, j'espère qu'on m'entend. Donc je disais que pour ma part, le nombre de séances, il est surtout à penser dans la durée. Après, sur les films, il y a énormément de salles, j'imagine, qui nous écoutent aujourd'hui, des salles indépendantes qui font une multiprogrammation très intelligente en changeant les horaires des séances presque tous les jours, en faisant de la dentelle, du travail vraiment sur mesure, qui fait qu'avec 2 séances par jour, on peut faire vraiment beaucoup d'entrées. Pour ma part, j'ai eu quelques très, très gros succès ces jours de fête avec 2 séances par jour. Donc cet enjeu-là, il est évidemment important. Ce qui est important, c'est surtout de comparer ce qui est comparable. C'est pas considérer qu'un film qui a 5 séances par jour doit être, on doit faire quitter les écrans un film qui n'a que 2 séances parce que ce film qui a 2 séances fait moins d'entrées que celui qui en a 5. Mais si c'est géré intelligemment, en tout cas, nous, les distributeurs indépendants, la plupart d'entre nous, on est tout à fait évidemment prêts à imaginer une multidiffusion intelligente sur la durée pour que les films puissent exister. On a bien sûr notre modèle économique, c'est-à-dire que sortir un film, ça coûte cher. Donc, on est obligé d'imaginer quelque part un point mort et donc une exposition des films. Mais dans la limite de cette exposition des films, il y a plein de choses qui peuvent bouger et il y a plein d'exemples qui démontrent que c'est pas forcément le nombre de séances sur un film qui font son succès. Oui, bah, tout le monde réagit, tout le monde trouve que Étienne parle, que sa parole est d'or. Mais je reviens sur un commentaire de Guillaume Bachy qui dit que dans les zones de concurrence, le marché va être compliqué entre les circuits qui vont vouloir tous accaparer tous les films et les salles d'arrêt essai qui vont continuer à programmer comme avant. Parce qu'en fait, effectivement, quand on entend Clémence ou quand on entend Christine, on a l'impression que c'est juste, elles auront encore plus de luxe pour faire pour éditorialiser leur salle. Mais quid des grosses salles qui vont essayer d'avoir tout, quoi. Enfin, comment vous allez David, vous êtes là? Oui, je suis là. Vous m'entendez?
Bah, vous qui programmez aussi Paris, comment vous envisagez ça, quand même, évidemment, cette concurrence qu'il va y avoir entre les salles RSC et les Bah, et les c'est gros circuits, quoi. absolument toute la problématique de la réouverture, puisqu'on sait que au moment de la réouverture, il y aura entre 450 et 500 films sur les étagères à sortir, donc beaucoup de films sur beaucoup de semaines qui sortiront. Donc on risque d'avoir des semaines quand même avec, je sais pas, 40 ou 50 films. Comment, avec ça, réussir à avoir une répartition des films et surtout une diversité. Et je pense que à Paris, en tout cas, et j'imagine que c'est la même problématique dans les villes à concurrence, comment réussir à faire exister tous les films et ne pas laisser les plus fragiles sur le carreau. Et je pense qu'aujourd'hui, la question qu'il faut creuser et sur laquelle on doit s'interroger, c'est la multiprogrammation. Pour moi, c'est une réflexion qui est indispensable pour permettre au maximum de films d'être programmés et exister dans un marché qui sera sans nul doute ultra concurrentiel. Parce que les films les plus fragiles étaient déjà en danger avant la crise actuelle. Il est évident que la problématique va être largement amplifiée. Et il faut savoir aussi qu'à Paris, les monos 2-3 écrans sont soumis aux mêmes conditions d'exposition que les 5, 10, 15, 25, 27 écrans pour parler des halles, ce qui peut sembler aujourd'hui complètement démesuré parce que ces cinémas en fait n'arrivent pas à proposer un nombre de films qui pourrait satisfaire leur public et les spectateurs fidèles. Donc aujourd'hui, l'idée vraiment, c'est au moment de la réouverture d'avoir des vraies discussions, des vrais échanges avec les distributeurs pour réfléchir à une multiprogrammation concertée. L'idée, évidemment, c'est de ne pas dire je prends ton film sur 2 ou 3 séances jour et puis on en reparle la semaine prochaine. Non, c'est dire ok, ce film-là, je le démarre sur 3 séances jour en sortie nationale. Et par contre, je m'engage à le tenir sur 3-4 semaines. On travaille sur un planning d'animation, d'événements, etc. Enfin, c'est des choses qui ont pu se faire de manière très très marginale, puisque les distributeurs, euh, ils pourront certainement en parler après, mais ils ont clairement peur des menaces et des répercussions des circuits. Euh, Parce qu'il faut savoir quand même que sur le nombre de films qui vont sortir au moment de la réouverture, les films porteurs seront eux aussi soumis à des plans de sortie plus réduits. Avant, un film qui sortait sur 30 copies, ben, peut-être que 30 copies Paris, peut-être que là, il ne sera que sur 20 copies Paris. Sauf que déjà que sur les 30 copies d'avant, il y avait peut-être 20 copies circuit, et ben, peut-être que les 20 copies où le film sortira aujourd'hui, ce sera 20 copies circuit. Donc les indépendants, en fait, les salariés et indépendantes seront malheureusement, ou la plupart en tout cas, celles qui sont dans les quartiers concurrentiels, seront mises de côté et devront programmer que des films fragiles. Alors, c'est très bien, puisque du coup, on est aussi là pour défendre une diversité, mais sans films porteurs et sans un petit peu des locomotives, il y a aussi une économie à défendre, une économie à prendre en compte. Et clairement, il faut qu'on trouve un écosystème entre films porteurs et films fragiles, parce qu'il faut quand même se rendre compte que les films fragiles, c'est eux qui subiront de plein fouet cette concurrence. Donc la multiprogrammation aujourd'hui permettrait de faire exister à la fois les films forts sur une durée euh, dans les salles avec le moins d'écran possible, et également les films fragiles aussi avec une durée, qu'un bouche-oreille s'installe. C'est vrai que la plupart des spectateurs se plaignent aujourd'hui de voir les films partir trop vite des écrans. Ce sera d'autant plus le cas au moment de la réouverture, puisqu'on va avoir un engorgement de films et donc la durée des films sera très très réduite. Donc voilà, je pense que ces réflexions-là ont pu être menées pendant les périodes de fermeture. Étienne pourra en parler, mais on a tenté une expérience sur un pays qui se tient sage. Alors là, c'était pas une multiprogrammation, mais c'était, on va dire, un partage de copies sur le quartier latin, puisque je programme les 3 Luxembourg. Et en bonne intelligence avec Étienne et le Reflet Médicis, on a partagé le film entre les deux salles. C'est-à-dire, au lieu de proposer 6 séances par jour, on a fait chacun 3 séances par jour, avec évidemment, on s'est concerté sur les séances pour éviter qu'elles se chevauchent. Et on s'est également réparti les événements. Et au final, les entrées ont été plus que satisfaisantes, puisque quand on reprend les entrées in fine, le film est sorti le 30 septembre. Et d'ailleurs, on devait, et certainement qu'on le fera à la réouverture, mais on devait en tout cas le programmer le 15 décembre avec tout un planning et une organisation
au niveau des soirées rencontres. Et donc, le film, au moment de la fermeture, les entrées cumulées pour le Reflet Médicis pardon, et les Trois Luxembourg étaient les mêmes et ont dépassé certaines salles parisiennes qui l'ont eu en sortie nationale en plein programme. Donc voilà, ça montre aussi qu'à un moment, on sait travailler, on connaît notre public, on sait éditorialiser, on sait animer. C'est comme j'ai pu voir dans le chat, il y a une question de confiance entre exploitants, programmateurs et distributeurs. Et peut-être qu'il faut vraiment qu'on en revienne à là pour permettre à la diversité et à tous les films de pouvoir exister dans ce marché concurrentiel. Oui, c'est ce que je lis. Christine, Beauchemin-Flo, qui est aussi dans le chat, dit qu'il faut que les gros distributeurs comprennent et acceptent les vertus de la multiprogrammation. Donc, ce serait peut-être effectivement la solution. Mais on a une question de Laurence Forin qui dit que quid des distributeurs américains, il en manque peut-être un dans le débat. Parce que évidemment, eux, ils vont vouloir sans doute occuper tous les écrans, le maximum d'écrans et le plus longtemps possible. Donc, est-ce que ça, il n'y aurait pas, je ne sais pas, aussi un peu j'allais dire, de police à faire là-dedans est-ce qu'on sait à peu près ce qui va se passer? Est-ce qu'il y a des mastodontes qui vont en plus venir gêner les films français dans la réouverture? Ben, je ne sais pas si moi, je peux prendre la parole hein, sans évidemment la prendre pour les distributeurs américains, mais disons que c'est forcément une crainte qu'on a, nous, c'est qu'un certain nombre de distributeurs qui ont quand même, rappelons-le, été pour la plupart très absents de la période de réouverture précédente, hein, de juin à décembre, je pense que c'est quand même globalement les distributeurs indépendants et français qui ont porté le marché, qui ont relancé, qui ont pris des risques, etc. Donc, c'est vrai que nous, on a un peu envie que ça soit reconnu. Voilà. Et ce qui nous fait peur, c'est que quand ont été annoncées des reprises possibles, on a vu tout de suite un certain nombre de distributeurs américains recaler, alors des dates très prévisionnelles, hein, qui changent tout le temps, mais quand même assez symboliques, en imaginant une sortie par semaine pour certains d'entre eux, au lieu d'une sortie toutes les 2 ou 3 semaines. Et donc, forcément, si ces gens-là maintiennent ces sorties-là, dont les salles ont besoin, hein, elles ont besoin de ces films, bien entendu, mais sans doute pas dans cette proportion-là. Et si ces distributeurs maintiennent aussi leurs demandes, enfin, ou plutôt leurs exigences, c'est sûr que nos films ne pourront pas sortir. Là, on s'amusait entre distributeurs à faire un peu le calcul des films qui s'étaient annoncés aux dates de mai et juin, avec le nombre de copies habituelles de certains de ces distributeurs. Ben, en cumulant ces copies, on arrivait déjà à 85 ou 90% d'occupation des écrans prévisibles, quoi. Donc c'est sûr que ça nous fait très peur et c'est aussi pour ça qu'on est très en demande d'un arsenal de mesures. On ne croit pas à une mesure unique qui serait, je ne sais quoi, une recommandation de la médiatrice, mais plutôt à un ensemble de mesures, je dirais, un accord de l'autorité de la concurrence pour travailler sur un calendrier, une recommandation de la médiatrice et du CNC, des mesures d'aide, parce qu'il ne faut pas oublier aussi que quand ça va redémarrer, on aura et distributeurs et exploitants, évidemment dans ce marché très difficile, après la crise qu'on a vécue, qui nous a extrêmement fragilisés, etc., besoin d'un soutien de relance très fort, surtout s'il y a des couvre-feux, enfin des conditions d'exploitation des films très difficiles. Donc, c'est tout cet arsenal de mesures dont on a besoin. Et on remercie le CNC d'y travailler. Hein. On est très écouté en ce moment. C'est plus difficile, j'ai l'impression, d'obtenir les crédits de Bercy sur ce sujet-là, mais enfin, en tout cas, tout le monde travaille d'arrache-pied pour essayer d'obtenir des choses. Mais voilà, donc je pense qu'on a effectivement des craintes par rapport aux très gros distributeurs qui, eux, n'ont pas forcément très envie, on l'imagine, de discuter avec nous d'un calendrier concerté. Voilà. Ou de faire de la multiprogrammation. De faire de la multiprogrammation pour laisser nos films sortir. Ouais, absolument. Non, mais il y a une question intéressante, justement, par rapport à la multiprogrammation, de Régis Fort. Mais quid du public face à 40 ou 50 films chaque mercredi? C'est-à-dire, c'est bien de multiprogrammer, mais est-ce que comment le public va suivre, quoi? Enfin, surtout si en plus c'est une jauge à 35 et qu'il y a peut-être des couvre-feux, comment le public va pouvoir absorber tout ça? Il y aura, de toute façon, même si les programmations sont très bien faites dans les cinémas, il y aura forcément de la casse, de la
part de l'intérêt du public, non? Ah bah Christine, oui, vous pouvez peut-être répondre à ça. Alors, une précision quand on parle de la multiprogrammation, ça a été déjà évoqué précédemment, et je pense à Clémence, puisque moi, maintenant, je suis avec 4 salles, mais j'ai passé de longues années à programmer un mono-écran. Donc, la multiprogrammation, elle a été expérimentée, si je puis dire, par de nombreuses salles, et elle a fait ses preuves en termes de résultats, puisqu'il faut nommer les choses. Les films peuvent marcher lorsqu'ils sont programmés sur des séances réfléchies. Là, la multiprogrammation qu'on évoque, effectivement, programmer 50 films la même semaine, ça me semble vertigineux. Et oui, pensons aux spectateurs, pensons à la presse qui n'aura pas le temps d'en parler. Peut-être faut-il, pour quand même essayer de se projeter avec des idées plus positives, imaginer que cette reprise, ça va être une parenthèse, non pas enchantée, non pas désenchantée, mais une parenthèse très particulière pour un peu écumer et désengorger tous les films accumulés. Mais aucune salle et aucun distributeur un peu conscient, un peu responsable n'accepterait que de façon pérenne 50 films sortent par semaine. Personne ne pourrait s'y retrouver. Donc, attention de ne pas se mettre dans un état d'esprit qui va nous angoisser, alors que parfois, on traverse déjà des périodes un peu compliquées. La multiprogrammation, ça se réfléchit, ça se pense, ça se concerte, ça peut être un équilibre assez harmonieux, mais là encore, c'est vraiment les distributeurs les plus importants que j'interpelle cet après-midi. Alors, je ne sais pas s'ils ont l'occasion de nous écouter. Cela dépendra d'eux et uniquement d'eux, et pas des distributeurs indépendants réunis à nos côtés cet après-midi, qui en sont soit par défaut, soit par conviction, déjà complètement convaincus. Thomas peut-être ajouter, oui. Je crois qu'il vient de… Thomas, vous avez réussi à vous connecter. Qu'est-ce que vous en pensez justement de cette… Oui, bonjour. Bonjour à toutes et tous. Sur la multiprogrammation, mais aussi le fait que par définition, enfin, même s'ils sont disponibles, vous n'allez pas prendre 40 films par semaine, quoi. Alors non, bien évidemment. Je suis désolé parce que du coup, je n'ai pas suivi toutes les discussions. Ça a été très compliqué au niveau des connexions. Je ne sais pas si vous m'entendez correctement ou pas. Oui, c'est bon. Ok, super. On était plus particulièrement sur le sujet de la multiprogrammation, évidemment de la peur des gros distributeurs et des distributeurs américains. D'autant que je lis qu'il paraît que la multiprogrammation serait aussi envisagée par les gros circuits. Donc, voilà. Alors, oui. Alors, sur les films américains et les sorties de films américains, ça va être des films qui seront importants pour beaucoup de salles. Moi, je travaille avec plein de salles généralistes, bien plus à essai pour d'autres. Et du coup, pour la réouverture et l'économie de la salle, ça va être des films importants. Et je ne sais pas s'il en était déjà question, mais la problématique, ça va être en effet le nombre de séances à proposer sur ces films-là. Qu'on puisse proposer en effet une diversité de programmation indispensable pour les salles et pour le public. Je pense qu'il faut se soucier, nous on travaille avec les salles de manière, c'est un travail en commun, on échange beaucoup entre les distributeurs et entre les salles. On fait confiance aux salles qui connaissent leur territoire, qui connaissent leur public et qui vont avoir des demandes précises. Nous, on va essayer de répondre au maximum à ça. Et en même temps, il va falloir qu'on contente, en effet, les distributeurs. La grosse difficulté, ça va être avec les plus gros, je pense, et où il faudra les convaincre de pouvoir sortir dans telle ou telle salle à un nombre de séances correctes, convenables. Je ne suis pas pour non plus la multidiffusion à 1 ou 2 séances par film en ayant 20 films par semaine. Je crois qu'il faut laisser la place quand même au film. Il faut que le film existe dans la salle, donc il faut aussi que la salle fasse des choix peut-être drastiques à l'avenir. Je ne sais pas comment on va fonctionner, mais en reprécisant la ligne éditoriale de sa salle.
Donc c'est l'équilibre qui va être, à mon avis, difficile à trouver. J'ajouterais quand même, parce que j'ai des salles aussi qui sont sur des zones à concurrence, qui sont des salles arrêt essai dans des villes où il y a des multiplexes ou des complexes de plusieurs salles qui peuvent être classés parfois arrêt essai. Je ne voudrais pas qu'on se retrouve en tant que salle arrêt essai à ne programmer que des films fragiles et à ne pas avoir accès aux films porteurs, puisque on sait que les multiplexes, en tout cas les établissements à plusieurs écrans, pourront engranger énormément de films, contrairement à nous quand on a un écran ou deux écrans. Mais donc, enfin, le problème alors, c'est quoi? C'est que quand vous parlez tous de tout petits films d'auteurs fragiles, on a l'impression que vous, les programmateurs, c'est presque ces films-là qui sont en danger, même avec vous qui avez l'habitude de les programmer, parce que vous allez devoir quand même prendre des films un peu plus porteurs cette fois-ci pour attirer, pour redonner de la gourmandise à votre public, c'est ça? Donc en fait, c'est les tout petits films d'auteurs fragiles qui sont vraiment, qui risquent d'être impactés là, y compris dans vos salles qui sont des salles d'arrêt essai. Alors, je ne sais pas si je peux dire oui de manière. Mais voilà, il y a un commentaire. Ok, mais qui prend les films fragiles alors? Oui, oui, je vois le comment. Bonjour Vanessa d'ailleurs. Mais oui, bien sûr. Mais en même temps, dans le cas d'Agen, avec qui je suis en discussion avec Vanessa de temps en temps, oui, évidemment, les montreurs d'images à Agen avec qui je travaille va programmer des films fragiles, mais il ne pourra pas baser toute sa programmation sur des films fragiles non plus. Il est important que les montreurs d'images puissent sortir Ozon qui peut poser problème ou d'autres auteurs qui sont réputés. Donc ça, c'est... il y a malheureusement, déjà avant la pandémie, on avait un certain nombre de films qui passaient à la trappe, qu'on n'arrivait pas à sortir. Du fait qu'on n'ait que 2 écrans aussi, et pas forcément à cause des autres films. Dans le cas des monteurs d'images, c'est une salle qui passe 450 films à l'année sur 2 écrans. On ne peut pas dire qu'elle a un problème de diversité, il me semble. Mais elle ne peut pas passer tous les films pour autant. Après, c'est des salles qui sont très, très dynamiques, qui font beaucoup d'animation, et aussi, y compris avec des films fragiles, peut-être que les films seront exploités différemment, comme c'était le cas aussi avant. Peut-être qu'on ne le passera pas sur la semaine avec 7 séances semaine, on ne fera qu'une séance ou 2 séances uniques, enfin une séance unique ou 2 séances, pour mettre le film en avant sur un événement en particulier. Donc ça serait, le film existera différemment comme ça. Mais... Après, est-ce que c'est notre rôle de passer que des films fragiles? C'est aussi la question. Moi, c'est difficile de ne passer que des films fragiles, et quand CGR passera en face, que des films aussi économiquement qui sont importants pour les salles. Il faut trouver l'équilibre. Mais c'est difficile, hein, c'était déjà difficile. Oui, mais alors justement, c'est ça qui m'interroge même sur est-ce que la question des réouvertures et de cette manière donc de réfléchir entre des films d'auteurs porteurs, des films fragiles, même quelques films un peu blockbusterisants pour remettre du carburant dans la machine et tout, mais est-ce qu'à long terme, ça pourrait faire changer un peu votre politique éditoriale dans certaines salles ou pas? Est-ce que vous pensez que ça modifiera un peu quand même à moyen ou long terme votre manière de programmer ou au contraire, ça va encore plus inscrire dans le marbre votre manière d'éditorialiser? Dites-moi ça. Et du coup, est-ce que ça changera aussi vos rapports avec les distributeurs? Enfin, est-ce que cette période, elle est quand même, elle révolutionne des choses ou pas? Christine qui fait comme ça. Non, mais je crois que j'ai, alors peut-être pas suffisamment clairement, mais c'est ce que je disais au début, c'est que, en tout cas me concernant, je vois mon travail s'inscrire dans la continuité, et je ne vais pas changer ma façon de travailler, ma ligne éditoriale, et
qui par ailleurs fait plutôt ses preuves et la salle fonctionne bien en termes de fréquentation. Moi, je voudrais qu'on pose la question, alors ça n'engage que moi, hein, mais donc voilà, je pense répondre, Guillemette, et à l'inverse, moi j'aimerais qu'on interroge, alors indirectement, sont les multiplexes. Qu'ont-ils fait pendant cette période durant laquelle nous avons réouvert nos salles? Il n'y avait pas de blockbuster américain, il y avait très peu de gros films français, donc c'est eux qui se sont retrouvés, certes par défaut. Alors, bien sûr qu'il fallait alimenter les salles et les écrans, mais donc ils se sont retrouvés à programmer les films que nous, salles ARESC, nous programmions. Et d'ailleurs, les résultats, je ne veux pas créer des combats ou des polémiques, mais les résultats ont été beaucoup moins probants dans les multiplexes que dans les salles ARESC. Pourquoi? Parce que ce travail, on le fait pour la plupart d'entre nous depuis de très nombreuses années. Notre public n'est pas surpris de retrouver ces films à l'affiche, ce qui peut être le cas dans les autres cinémas. Christine, pardon, pour mettre un exemple comme ça un peu parlant, enfin, qui me parlerait à moi, par exemple, Antoinette dans les Cévennes, ça a plus cartonné, puisque ça a cartonné, mais ça a cartonné plus dans les salles d'ARESC que dans certains multiplex qui l'ont programmé parce qu'ils n'avaient rien d'autre. C'est à peu près ça le… alors, si je puis me permettre, je ne crois pas qu'Antoinette dans les Cévennes soit le meilleur exemple. Et pardon, je n'ai pas les chiffres en tête, donc je ne vais pas m'avancer et mettre en opposition. Il s'avère que Antoinette dans les Cévennes fait, à mon sens, partie des petites perles qui sont des surprises incroyables qui arrivent à rassembler un public. Et ce n'est pas antinomique. Un film peut… à la fois toucher des spectateurs de salles ARESC et des spectateurs d'autres salles. Et par ailleurs, le résultat de ces entrées, si je ne dis pas de bêtises, 700 000 entrées, a été… Il n'y a pas 12 cas comme ça par an, hors Covid. Voilà, c'est les bonnes surprises. Là, on me donne un exemple sur le chat, L'ombre de Staline, par exemple. Ouais. Voilà, d'accord. OK. Béni. Bérangère Seco Cordéron, elle donne des exemples des films pour que… Merci Bérangère. Pour que je comprenne bien. Non, mais voilà, je voulais savoir exactement quel genre de film, voilà, de quel genre on parlait. D'accord. Et donc puis, ça, les multiplex s'en sont emparés, quoi. Enfin. Absolument. Et sur là, on parlait de la multiprogrammation. Évidemment, programmer une salle, ça réduit les choses. En programmer, comme je le fais, 4 ou d'autres, même 7, c'est très différent que programmer 15 salles, 20 salles, comme ça peut être le cas de multiplex. Bien sûr qu'ils ont besoin d'alimenter leurs écrans, mais il faut quand même… voilà. Est-ce qu'on peut se réjouir que les films ARESC aient pu être vus par l'ensemble des salles? Un peu hâtivement, on peut s'en réjouir, mais là encore, on reprend ce qu'on a été plusieurs à défendre, l'importance d'une ligne éditoriale, d'une image qu'on affirme et qu'on renvoie aux spectateurs. On n'a pas le privilège et le monopole de l'ensemble de la programmation, mais d'une programmation ARESC qui nous ressemble, ou même plus exigeante, recherche et répertoire. Oui, je pense que c'est plus du domaine des salles ARESC que des salles qui ne le sont pas. D'accord. Et Thomas et Clémence, après, je ne sais pas si David est encore parmi nous, parce que peut-être que lui, sur… oui, David, sur justement, vous programmez quand même plusieurs salles parisiennes. Est-ce que vous programmez aussi des grosses salles? Sur ce, il y a quelqu'un qui résume très bien là sur le chat. C'est qui marche sur les plates-bandes de qui exactement? Et en fait, qui marche sur les plates-bandes de qui, ça veut dire aussi, parce que cette histoire de plate-bande, ça met les distributeurs. Est-ce que les distributeurs aussi, ils sont responsables un peu du fait que les gens se marchent sur les plates-bandes les uns des autres ou pas? Enfin, vous voyez. Donc, est-ce que les distributeurs, ils mettent les plates-bandes là où il ne faut pas, ou est-ce que c'est… Donc, David, par exemple, parce que j'ai l'impression que vous avez une programmation qui est la plus éclectique, disons. Oui, mais sur je suis des désolé. formats cinéma différents. Qu'est-ce que vous en pensez, ça, sur les questions de plate-bande? Qui marche sur les pieds des autres?
qui marche sur les pieds des autres. Parce que j'ai pas entendu du coup, enfin ça a coupé, j'ai dû me reconnecter, Non, j'ai pas entendu ce qui se disait on juste parlait avant. des circuits qui se positionnent sur les mêmes créneaux que les salles Ah, d'arrêt essai. bah Par exemple, que pour le premier confinement, l'ombre de Staline a été un peu raptée par les oui, circuits. mais alors quand même, enfin, faut pas oublier que au moment de la réouverture, on avait quand même pas énormément de propositions au niveau des films. Il y avait quand même peu de sorties. Du coup, c'est vrai qu'il y a eu des plans de sortie qui ont été beaucoup plus importants que ce qu'ils n'auraient dû être en temps normal. Roxane pourra en parler après, mais les parfums qu'elle a sortis sur un peu moins de 600 copies, je crois, je pense que le plan de sortie initial n'était pas aussi large. Donc, ça a été le cas pour Antoinette, qui a eu, je crois, plus de 700 copies, alors que j'imagine qu'il n'en prévoyait pas autant, ou l'ombre de Staline. Alors, ce sont des très beaux exemples, effectivement. Je pense que ça a servi aussi bien au multiplex qu'aux salles arrêt essai, et au final, le film a trouvé son public. Enfin, les films ont trouvé leur public, donc c'est une très bonne chose. Après, c'est sûr que évidemment, les circuits, je pense que c'est une tendance qu'on peut observer depuis plusieurs années, se mettent à prendre, pas tous les films, mais en tout cas à marcher sur les plates-bandes, effectivement, des salles à réessai qui ont quand même un travail éditorialisé avec beaucoup de films à réessai, que ce soit porteurs ou plus fragiles. Aujourd'hui, alors peut-être que les circuits vont moins aller sur les films fragiles, mais en tout cas, c'est évident que les films porteurs, tout le monde est dessus en fait, et c'est là où au final c'est le nerf de la guerre. On se bat pour avoir ces films porteurs qui, pour les salles à réessai indépendantes, sont nécessaires économiquement parlant, et aussi pour leur ligne, et en parallèle pour pouvoir aussi proposer des films plus fragiles. Donc je pense que, objectivement, je pense que les salles à réessai indépendantes n'ont pas tant changé que ça leur ligne, puisqu'elles restent quand même sur de la réessai, sur une pluralité de films et de diversité, toujours quand même de qualité. Je pense que c'est la ligne principale des salles, c'est la qualité des films. Les circuits aujourd'hui, de fait aussi parce qu'ils sont quand même sur des constructions où ils ont entre 8 et 30 écrans. Donc à un moment, il faut aussi alimenter les écrans et avoir de nouvelles propositions. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ils viennent à se servir un peu partout. Donc voilà, après, je n'accuse personne, mais en tout cas, je pense que le constat est là. Oui, mais alors justement, quand, par exemple, Étienne, dans, on n'arrête pas de parler de cette collaboration, cette confiance entre les programmateurs, enfin les exploitants et les distributeurs. Donc, dans ce paysage où vous allez devoir, enfin, je veux dire, forcément aussi, chacun évite que sa propre maison brûle, mais donc vous, en tant que distributeur, comment vous allez gérer ça? Parce que vous allez sûrement avoir de la demande, en fait, de multiplex pour certains films qui, d'habitude, seraient allés plus naturellement dans des salles d'arrêt essai ou des plus petites salles. Donc, comment vous allez réussir à maintenir cet équilibre? Ou en faisant, là, vous aussi, plus de copies, comme pour le premier confinement ou... Non, alors honnêtement, je pense que la situation de cette reprise sera très, très différente de la reprise de juin l'année dernière. L'an dernier, il y avait un manque de films, clairement. Hein. On était tous un peu inquiets de la reprise, etc. On savait. Faut aussi se rappeler, c'est une des raisons pour lesquelles on a envie d'avoir une date tôt, de pouvoir travailler en amont, comme le disait Christine. C'est que l'an dernier, on nous a annoncé, on espérait, enfin, on prévoyait tous une réouverture soit le 1er, soit le 8 juillet, et on nous a annoncé quelques jours avant une réouverture le 22 juin. Donc, sortir des films dans ces conditions, c'était pas possible. Donc, la réorganisation des semaines de programmation s'est faite dans une urgence dingue et effectivement pas optimale pour personne. Et puis, alors, l'an dernier, comme on l'a dit, il n'y avait pas de distributeur américain parce que les salles américaines étaient fermées. Comme là, certains marchés anglo-saxons rouvrent, l'Angleterre, les États-Unis, etc., les Américains vont revenir. Donc les salles de circuit, comme les salles indépendantes, vont normalement, enfin, si tout se passe comme à la fois l'espère et le craint, je dirais, enfin, il va y avoir, toutes les offres de films seront là. Donc, la place des films d'auteurs dans les différentes salles, elle sera, ça va être très lié au nombre de films qui sortent par semaine. Hein. Donc, on l'a dit, nous, s'il n'y a pas de réflexion conjointe de
de pratiques qui consisteraient par exemple à dire qu'un distributeur qui sort en moyenne un film par mois va pas en sortir plus qu'un film par mois, un qui en sort un par tous les 15 jours va pas en sortir un par semaine. S'il n'y a pas ça, effectivement, il y en aura beaucoup plus. Et s'il y en a beaucoup plus, nos films, bah, ils seront forcément moins exposés, même s'il y a de la multiprogrammation, etc. Comme l'a dit Christine aussi, les programmateurs des salles vont pas choisir de programmer 50 films, de mettre 50 films à l'affiche dans leur cinéma. C'est pas possible. Donc, je pense que cette situation de reprise, elle est très, très, très différente de ce qu'on a connu l'été dernier. Et je dirais que je voudrais revenir là-dessus. Il y a quand même un phénomène qui est intéressant parce qu'on n'a jamais eu l'occasion dans l'histoire récente et même ancienne d'avoir une période test comme celle de juin à octobre où finalement n'ont été sur les écrans quasiment que des films indépendants. Ce qui est intéressant, c'est de voir quand même que quand on laisse de la place à ces films, quand on dit qu'Antoinette est sur beaucoup d'écrans, d'ordinaire, il aimerait bien sortir sur pas mal d'écrans, ou moi, mes films qui sortent sur 30 copies, les sortir sur 100. C'est juste qu'on n'a pas la place. Mais on voit que quand un film est bon, qu'il est désiré, qu'il est apprécié, s'il est bien exposé, il cartonne, même dans des conditions dégueulasses. C'est-à-dire qu'effectivement, L'ombre de Staline, sorti au plein mois de juillet, sur une année normale où tous les films américains prennent beaucoup de place, il n'aurait pas du tout fait les entrées qu'il a fait là. Antoinette, je suis pas sûr qu'il aurait fait ses 700 000 entrées, en tout cas pas sur cette période-là, avec ses couvre-feux, avec une période très courte, etc. Donc, on voit aussi quand même que quand nos films indépendants au sens large peuvent s'exprimer, il y en a qui en ont dans le ventre. Et ça aussi, on a très envie de pouvoir. Alors, il va y avoir la période très difficile de la reprise, il faut qu'on la gère. Sans doute que c'est 3 mois, 6 mois, 8 mois d'efforts collectifs à faire, de sacrifices, de films qui ne feront pas leurs entrées, etc. Mais après, nous, on aimerait bien aussi qu'on profite de ce qu'on a compris, construit pendant cette période-là, pour peut-être changer aussi la manière de penser l'exploitation des films, parce que on pense qu'effectivement, les œuvres de la diversité au sens large, les films français, les films étrangers, etc., peuvent drainer un public qu'on n'imaginait pas. Enfin, moi, j'ai été surpris de voir notamment des publics très jeunes revenir voir des films indépendants. Voilà, quand il n'y a pas d'autre chose, les gens, ils ont envie de voir des films et des bons films et ils y vont. Voilà, donc, justement, c'était le sens de ma question. Je comparais pas du tout la situation entre mai 2020 et mai 2021 en termes structurels, mais je me disais que comme certains films d'auteurs ont cartonné au premier confinement parce qu'ils ont été pris aussi par des multiplex et tout, enfin, ils ont été mieux exposés. Donc, certains de vos films d'auteurs ont été mieux exposés et dans des cinémas différents. Est-ce que vous, distributeurs, vous dites pas que il y a certains films que vous allez plus tenter de proposer sur des gros circuits à l'avenir, je veux dire, parce que la période précédente a prouvé que c'était possible, quoi. Voilà. Donc, est-ce que ça ne va pas redistribuer aussi le marché et vos rapports avec les programmateurs? C'est ça que je voulais dire, en fait. Est-ce que cette période précédente n'a pas prouvé un potentiel qu'on n'espérait plus? J'en sais rien, c'est compliqué. Est-ce que ça fragilise pas quand même les petites salles, ça, de s'apercevoir que le cinéma d'auteur peut fonctionner dans les grands circuits? Voilà. Je sais pas, Roxane. Alors, moi, je pense pas. Je pense qu'il y a certains films qui marchent dans certaines salles. Vous m'entendez mieux tout à l'heure? Ça va là? Non. Non. Enfin, moi, non, mais je sais pas si le chat va dire ce qu'ils entendent. Moi, j'entends pas bien. Je comprends pas. Il y a mon micro qui est au max. C'est comme hier. Je tente une réponse. Vous me coupez si vraiment c'est incompréhensible. Mais moi, je pense toujours qu'il y a certains films pour certains types de salles. Et malgré tout, les élargissements qu'on a tentés sur la période de réouverture des salles cet été en mettant des films d'auteur dans des multiplex, les films globalement ont marché là où ils devaient marcher. D'accord. Donc, moi, j'ai élargi sur les parfums parce que j'avais Emmanuel DeVos et Grégory Magne, mais malgré tout, dans les salles très populaires, ça n'a rien fait. Et mes films suivants que j'aurais pu élargir parce qu'il y avait de la demande, je ne les ai pas élargis parce que je savais que ça ne me servait à rien. D'accord. Voilà, mettre un film programmer un film parce qu'on a de la place, ça ne change jamais. Donc moi, cette expérience de la réouverture et de l'élargissement des copies, ça ne m'a pas du tout amené à la conclusion que mes films marchaient mieux dans les multiplex. Je pense toujours que certains films marchent dans certaines salles, que chaque film a une typologie et qu'il faut bien choisir, le distributeur doit choisir son plan de sortie en fonction de son film. Ça, j'ai vraiment pas du tout
changer d'opinion sur ça. Donc ça va vraiment dans le sens de l'éditorialisation dont parlent les programmateurs là pour la réouverture qui va venir, quoi. Là, ça va être vraiment. Pareil, il va falloir penser de la broderie, quoi. Quel film, à quelle date et sur quel type de salle et sur quel type de séance. Réfléchir à chaque film, réfléchir à chaque salle pour trouver des solutions. D'accord. Alors Thomas, donc réfléchir à chaque salle, chaque film. Donc Thomas, vous en plus, vous êtes un bon exemple de diversité. Donc est-ce que là vous avez besoin, par exemple Christine le disait tout à l'heure et j'ai pas rebondi. Elle dit il faut voir les films là. Maintenant on a besoin de les voir pour. Donc est-ce que là il y a les distributeurs là c'est bon, vous montrez vos films. Est-ce que la sélection elle a commencé, quoi? On a l'impression de parler du Festival de Cannes. Est-ce que la sélection a commencé pour le Festival de la réouverture? Oui, mais on a continué à en voir pendant toute cette période vide. C'est pas parce que les salles sont fermées qu'on regarde pas de films. Après, je crois que c'était aussi un peu global, mais en début d'année, ça a été un peu difficile de se remettre dedans, à visionner des films sans avoir aucune perspective en termes de sortie. On fonctionne sur un film pour ce qu'il est, mais il y a aussi, quand on programme, la logique de date. Et c'est vrai que là, c'était un peu déstabilisant. Puis je crois qu'on avait pris un petit coup de marteau pour le 15 décembre. Donc ça a été difficile peut-être de rebondir en début d'année, mais après, on a évidemment repris le visionnement. Enfin, c'est le cas avec l'AFCAE, David peut en parler aussi au niveau du groupe, Christine aussi, bien sûr. Voilà, et puis il y a la plateforme qui est. Donc ça, on le continue. Après, moi, pour ma part, je suis au chômage partiel, j'ai plus du tout, ou très peu de liens avec les salles avec qui je travaille normalement tout au long de l'année. Donc, c'est vrai que comme ça fait aussi souvent partie d'un échange, on n'a pas cet échange-là. Donc, moi, je n'avance pas vraiment sur la question de la programmation à venir. C'est pour ça qu'après, la question du calendrier peut être intéressante parce que nous, ça nous permettrait de travailler un peu en amont. Et c'est vrai moi, j'essaie de travailler beaucoup en amont. On n'est pas sur un fonctionnement à la semaine. On programme beaucoup les salles au programme sur 3-4 semaines, voire plus. Donc, bon, là, c'est un peu en stand-by, j'avoue, si ce n'est le visionnement des films. Oui. Et Christine, vous avez commencé à… Alors, moi, j'ai toujours continué à voir des films pendant toute cette période de fermeture des salles. Les voir chez soi, le plaisir n'est évidemment pas le même. Il y a quand même quelques projections de presse qui ont lieu et j'ai la chance d'être quasi parisienne, donc c'est pas un obstacle en soi. En revanche, c'est vrai que c'est très curieux de voir des films sans connaître leur date de sortie. Il y a des films que j'ai vus et le destin on a décidé autrement et finalement ils ne sortent pas en salle. Ça m'a parfois fait un petit pincement au cœur, même si je vais peut-être m'habituer à cela à l'avenir. Et point positif, je suis une programmatrice, mais j'ai jamais cessé d'être une spectatrice. Et pendant cette période, je suis presque plus spectatrice que programmatrice parce qu'il n'y a pas les enjeux. En sortant de la projection, je sais que je ne vais pas négocier tout de suite les questions de séance, de diffusion. Donc, c'est un peu étrange, mais et voilà, je rappelais l'importance et le luxe que j'ai, là encore, par rapport à d'autres salles, d'être proche de Paris. Donc, voir les films, c'est plus facile peut-être pour moi que pour d'autres, mais en tout cas, c'est essentiel pour me nourrir et après pour nourrir les 4 écrans de mon cinéma. Alors, justement, enfin, nourrir, il y a du chat là qui parle de Cannes, évidemment, de Cannes. Donc, il y a Laurence Forin qui dit quelle va être cette année l'influence du Festival de Cannes? Est-ce qu'il y en a vos films sortiront dans la foulée ou en septembre? Hugues Delomé, Cannes est le poumon, le cœur de la programmation. Alors,
des mois à venir. Donc, comment vous allez, comment vous envisagez ça? D'abord, est-ce que ce ne sera pas encore désengorgé au moment, enfin, si le Festival de Cannes a lieu au mois de juillet, ce ne sera pas désengorgé? Donc, comment le calendrier, là, entre vous, les distributeurs, et vous, les programmateurs, comment ça va s'articuler? Est-ce que ça va redonner encore du retard? Enfin, je veux dire, est-ce qu'on va mettre, combien d'années on va mettre à épuiser le retard, quoi? Enfin, Roxane, non? Étienne, Émilie, sur Cannes? On est un peu au cœur du sujet. Hein. Comme le disait aussi Roxane tout à l'heure, ou Émilie, on a quand même les films qu'on n'a pas encore sortis à sortir. Et pour certains d'entre eux, pour beaucoup d'entre eux, c'est des films de Cannes de l'année dernière. Ouais. Donc, on va quand même respecter ces œuvres, ces films, ces auteurs, ces producteurs qui les ont faits, voir comment on peut les sortir. Et les films de Cannes de cette année, on sera pressé de les sortir, bien entendu, surtout ceux qui auront bien fonctionné là-bas. Enfin, là-bas, on espère aussi que Cannes se tiendra dans des bonnes conditions. Enfin, il y a encore beaucoup de si. Mais si Cannes est un grand Cannes, c'est sûr que les films qui auront une belle vie là-bas auront envie de sortir assez vite, ou en tout cas entre deux Cannes. Mais il y a cette problématique de ne pas abandonner toutes les œuvres qu'on a. Enfin, on ne peut à la fois pas les abandonner pour un point de vue moral, mais aussi pour un point de vue économique. C'est-à-dire qu'en fait, si on somme tous les MG qui sont immobilisés chez les uns et les autres depuis le mois d'octobre, c'est des dizaines, voire peut-être des centaines de millions d'euros. Donc, on a quand même un gros problème économique à résoudre avant de pouvoir songer positivement, et on sera toujours tourné positivement vers l'avenir, mais on doit résoudre ce problème économique pour pouvoir sortir nos films ensuite dans des conditions sereines, parce que on a besoin tous, on va tous sortir de cette crise quand même assez épuisés, évidemment, moralement, physiquement, et il faut qu'on retrouve une certaine forme de sérénité. Voilà. Et c'est sûr que Cannes nous fait très envie. On présente tous des tas de films à Cannes. On attend les réponses avec le même stress que d'habitude, comme on l'a attendu l'an dernier, etc. Ça nous fait très envie, mais ça nous fait très peur aussi, parce qu'effectivement, tous ces films qui vont être prêts, les 200 films prêts pour Cannes, qui seront sélectionnés à Cannes, seront des candidats à une sortie rapide, et eux-mêmes pourront pas, enfin, voilà, on ne peut pas remplacer des films par d'autres immédiatement. Donc il faut qu'on trouve cette solution de toute façon d'étaler quand même dans le temps. Je pense qu'il faut qu'on pense intelligemment une sorte de calendrier différent d'habitude. D'habitude, comme le dit quelqu'un là dans le chat, sur l'arrêt-essai, Cannes est un poumon, certes. Et donc, on essaye de sortir tous les 200 films de Cannes entre deux Cannes. Là, ça ne va pas être possible. Donc, il faut qu'on se fasse à l'idée que ça ne sera pas possible et qu'il faut qu'on trouve des solutions de faire vivre les films plus longtemps. Parce qu'il y aura en plus… Pardon Étienne, parce que j'entends très mal, donc j'espère que vous ne l'avez pas dit entre deux moments où j'entendais pas. Mais parce qu'il y a aussi le problème de ces gros films, des gros distributeurs qui ont été finalement programmés, repoussés en septembre prochain ou octobre prochain, enfin tous ces gros films français qui vont sortir en fait, ou même américains d'ailleurs, Dune et tout ça, qui en fait maintenant sont datés à l'automne prochain, qui est d'habitude la période où vous sortez vos films cannois du festival précédent. Et là, en plus, ce sera juillet. Donc, donc tout ce mois de septembre-octobre, il va être extrêmement occupé par des sorties, disons, qui ne sont pas cannoises, quoi. Donc ça, ça va être aussi un gymkhana pas possible pour caser les films… C'est évident. Il y a un problème de calendrier qui est le cœur du sujet, le cœur de la discussion, et qui est très complexe. Effectivement, si personne n'est prêt à bouger un peu sur ses principes habituels, il n'y a pas d'équation possible. On ne peut pas résoudre une équation avec 1100 films au lieu de 700. C'est pas possible. Donc il faut qu'on fasse, comme je le disais tout à l'heure, des concessions, des mouvements, essayer de maintenir un rythme de sortie raisonnable, à la fois pour que le public puisse entendre parler des films, pour que la presse puisse en parler, pour que les salles puissent programmer et que nous, on puisse s'y retrouver les uns les autres. Mais je pense qu'on a tous… Le paradoxe, c'est que qu'on soit petit ou qu'on soit gros, on a tous le même intérêt. C'est-à-dire que s'il y a 60 films par semaine, les gros films aussi souffriront parce qu'on n'entend pas parler des films quand il y en a 60 par semaine.
Donc, il faut qu'on arrive à trouver des solutions tous ensemble. Il n'y a pas d'autre alternative, je pense. Roxane et Émilie, un dernier petit mot sur Cannes, peut-être justement sur ce fait que finalement ça ne, fin, il y a beaucoup de choses qui ne font que reculer pour mieux sauter. Enfin, c'est parce que là on parle du coup de pas simplement de la réouverture, mais des 6 mois à venir, quoi. Je suis désolée, en fait, j'entends vraiment très très mal. Je vais laisser Roxane. Ouais. Non. Non, alors moi j'entends bien, ce que j'espère que vous entendrez aussi. Non, mais bon, Étienne a très bien résumé. C'est sûr qu'on va devoir faire des sacrifices et des priorités. Après, moi, pour de vrai, en ce moment, je m'interdis de réfléchir parce que tant qu'on n'a pas la date de réouverture des salles et la date du Festival de Cannes, en effet, c'est les 2 éléments qui vont tout déterminer. Dans un monde idéal, on aura les 2 choses en même temps. Évidemment, le monde idéal ne va pas arriver. Donc, on va avoir une date de réouverture des salles. On va travailler en pensant qu'il y a un Cannes Festival de juillet alors que ça n'arrivera pas. Ou pas, enfin, donc ça va être très très compliqué. En effet, moi je crois malgré tout en le fait que ce sera des moments joyeux, qu'on sera tellement content de retrouver les salles que tout ira bien, que chacun comprendra qu'il doit sacrifier des choses, que et les exploitants et les distributeurs vont chercher des solutions ensemble. Et après, je pense que ça va se lisser au bout de 6 mois, 7 mois, et j'espère qu'on sera solidaires pendant les 7 mois. Et aussi que les producteurs et les réalisateurs seront solidaires de nous pour comprendre que pendant 6-7 mois, ça va être le bazar. Et voilà, il faut passer par là et c'est la vie. Et on a déjà de la chance de tout ce qu'on a préservé par ailleurs, de comment on a été aidé et d'avoir encore l'envie d'y retourner. Émilie, oui, vous êtes… J'ai entendu du coup ce que Roxane a dit. Moi, je suis parfaitement d'accord avec elle. Il faut là, laissons les choses maintenant se préciser et en effet, ça sera des discussions qu'on aura au coup par coup et les choses elles vont de fait s'organiser, quoi. Donc vraiment là, la date importante d'abord, c'est savoir si l'autorité de la concurrence vous permet à vous, distributeurs, de vous mettre autour d'une table, quoi. Donc ça, on aura cette date à peu près sûrement, peut-être la décision, elle aura lieu quoi, la semaine prochaine? La décision de l'autorité de la concurrence, écoute, on l'espère, ça fait déjà un bon mois et demi qu'on l'attend. Là, je crois qu'il y a les dernières auditions, donc oui, j'espère qu'on l'aura la semaine prochaine. D'accord. Est-ce qu'il n'y a pas un certain Renaud ou François qui devait venir un peu dire bonjour à tous les gens de l'AFCAE, là? Oui. Bonjour à tous et à toutes. Je vous ai évidemment écouté pendant tout ce temps. On arrive à la toute fin de la formation. D'abord, pardon pour tous les participants et tous les auditeurs là pour les conditions techniques qui ont été vraiment difficiles et c'est un peu dommage de terminer sur quelque chose un peu compliqué comme ça, mais vous avez tenu le coup et bravo parce que chacun s'est accroché et a pu participer malgré tout à dire des choses. Donc moi, pour conclure, je voudrais remercier tous les participants de cette formation. Je crois qu'il y a eu plus de 50 personnes qui ont participé, que ce soit évidemment des exploitants ou des distributeurs comme aujourd'hui, mais aussi des personnes du CNC, de la DRC, de la fédération, des journalistes comme Guy Met aujourd'hui ou comme Jean-Claude Raspienjas en ouverture il y a déjà un mois de ça. Et remercier bien sûr Box Office et Marion Delic qui nous a accueillis pendant un mois et comme ça au pied levé puisque cette formation a été décidée vraiment un peu au dernier moment. Et puis j'en profite puisque j'ai la parole pour annoncer quelques rendez-vous organisés par l'AFCAE. Notamment, alors il y a toujours des questions de date évidemment, mais avec Télérama, nous allons organiser à l'initiative de Télérama un festival d'avant-première avec 10 avant-premières qui sera proposé dans des centaines de cinémas. C'est encore le temps de s'inscrire 3 semaines après la date de réouverture des salles de cinéma. Donc il y a 10 avant-premières et chaque cinéma pourra à l'intérieur de ce choix de 10 avant-premières en prendre 7. Et la programmation est faite par Télérama en partenariat avec l'équipe de l'AFCAE.
Dans les autres rendez-vous, si le Festival de Cannes a bien lieu aux dates annoncées actuellement, les rencontres RSA de Cannes, elles, auront lieu dans cette hypothèse du 4 au 6 juillet. Et les rencontres jeunes publics sont prévues à Valence du 7 au 9 septembre. Donc ces dates-là, normalement, vous pouvez les noter dans un calendrier. Elles sont quand même très probables. Et enfin, j'ajoute que juste avant la fermeture des salles, c'est-à-dire en octobre, l'AFCAE avait annoncé la mise en place d'avant-premières coup de cœur sur la base des films soutenus par le groupe Action. Il y a 200 cinémas qui se sont inscrits sur ce dispositif qui sera mis en place après le festival Télérama, donc en juillet, en août ou peut-être en septembre, on verra. Mais en tout cas, cette idée n'est absolument pas abandonnée, bien au contraire. Voilà, je voulais vous remercier toutes et tous et remercier évidemment tous les adhérents de l'AFCAE qui ont suivi cette formation, puisque vous étiez à peu près 300 à chaque session, plus 200 environ en replay, que toutes ces sessions peuvent être consultées sur le site de l'AFCAE ou sur celui de Box Office. Et je crois qu'il va y avoir un bonus à l'une des formations. François, c'est exactement ce que j'allais dire. Ah bon, ben vas-y, dis-le alors. Voilà, il y a deux points à compléter, merci beaucoup. Alors, par rapport aux dates que tu as données, il y a effectivement, on l'avait promis, on n'a pas eu le temps de le faire la première journée, donc il y aura une session complémentaire sur comment remplir son dossier RSA. Ce sera le lundi 19 avril. Reste à déterminer si ce sera en matinée ou en après-midi, mais on vous enverra, Box Office vous enverra un mail et puis l'AFCAE aussi. Et puis, se souvenir aussi qu'il y a en principe toujours, ça reste conditionnel, mais les rencontres, comme Cannes, les rencontres patrimoine nationales qui devraient avoir lieu à La Rochelle. François. Tout à fait, j'avais oublié, mais c'est évidemment très important. À la fin du mois de juin, les rencontres. Voilà. Et merci aussi à toi, François, pour ton implication et pour cette initiative qui nous a fait très peu travailler durant ces 4 dernières semaines. Oui, alors dans les personnes que j'ai oublié de remercier, qui sont évidemment très importantes, il y a tous les intervenants, mais tous les membres du conseil d'administration. Il y en a à peu près la moitié qui ont participé à la préparation et qui sont intervenus, évidemment. Voilà. Mais je crois qu'on peut se dire au revoir et à très bientôt, en espérant que les salles réouvrent le plus tôt possible. Merci à tous. Merci. Merci. Et merci de nous avoir fait confiance. Et je vois que là, on est tous sur scène, tout va bien. Donc, je crois que juste pour nous préparer là. Et évidemment, un grand merci quand même à Marion de Box Office parce que elle a fourni un travail colossal pour nous accompagner durant ces 16 sessions et ces 4 semaines. Ouais, et Marie, merci aussi à Anne Ouvrard et à Renaud, autrement dit, les chevilles ouvrières de cette formation. Voilà. Merci à tous, à très vite. Au revoir tout le monde. À bientôt, au revoir. Au revoir. Bon, ben voilà. C'est toujours là. Mais merci beaucoup à Marion. Hein. Tu m'entends? Oui. Merci, Émilie. Voilà. Tu voulais dire quelque chose? Ouais, merci. J'avais une question pour toi, Marion. Il y a moyen de savoir qui, du coup, a participé et les chats, qu'en fait, j'ai pas eu le temps de voir tout. Il y a moyen de récupérer ça, tu crois? Alors, attends, parce que je suis en train de vérifier que je termine bien la session. Elle est en train de se fermer. Je sais pas, bouge pas. Mais Thomas, il est là encore. Salut Thomas. Oui, salut. J'en profite. Non, parce qu'après, je ne pouvais pas réaccéder, a priori. Oui. Ben oui, parce que c'est calé sur 7 personnes, ouais. Ouais, c'était compliqué. Oui. Ben c'est vrai qu'on a terminé par une session qui techniquement était compliquée. Oui. J'arrive pas à terminer. Je ne sais pas si on nous entend encore. Ouais, je sais pas ce qui s'est passé. Alors, on nous entend encore, donc on va peut-être s'arrêter, en fait. Ah, d'accord. À bientôt. Bon. À bientôt. Au revoir. Merci Marion pour tout. Merci.